Dans l'actualité de ce mardi, un homme est mort dans l'effondrement d'une dalle aux Parcelles Assainies. Le défunt était chargé de démolir le bâtiment. En pleine action, le bloc de béton s'est écroulé sur lui. Le drame a eu lieu ce matin à l'unité 3. Anticipé de philosophie prévu ce mercredi, toutes les conditions sont assurées malgré la poussée du coronavirus à Dakar. À Sédhiou, des professeurs et étudiants ont organisé une journée de réflexion philosophique à la radio pour mieux se préparer. La région enregistre près de 5000 candidats, reportage à suivre. Pourquoi des professionnels de la santé contestent les chiffres du ministère de la Santé? Qu'est-ce qui explique l'explosion des cas communautaires? Le professeur Seydi s'exprime en exclusivité sur la TFM. Et puis la lueur d'espoir provient de la Russie. Vladimir Poutine affirme que Moscou a un vaccin contre le coronavirus. On vous explique tout dans cette édition. En sport, Guigui Rekrek, la bataille psychologique a démarré entre les deux camps. Les organisateurs promettent du spectacle le jour J et d'autres combats alléchants. Il avait 30 ans, il est mort, écrasé par une dalle dont il était chargé de faire tomber. Les faits se déroulent à l'unité 3 des Parcelles Assainies. Une maison en état de délabrement était devenue un danger pour les riverains. Le jeune maçon avait pour mission de démolir le bâtiment. Il a été retrouvé inanimé sous les décombres. Habib Faye, Modou Diop. Cette dalle s'est effondrée sur un jeune maçon de 30 ans. Le drame s'est déroulé aux Parcelles Assainies unité 3. Suite à une opération de démolition, il y perd la vie. Il était sur la planche, mais j'en déduis que son heure a sonné. C'est douloureux les circonstances dans lesquelles il a perdu la vie, car la dalle devait normalement s'effondrer avant que le maçon soit à terre. C'est mon épouse qui m'a informé de l'accident. Par la suite, je suis allé le voir, mais il était déjà mort. La dalle est tombée sur lui et on n'a pas pu le sauver. Cette mort a créé une psychose dans ce quartier de unité 3. Nous courons tous un danger car nos enfants jouent dans cette maison. Les habitants invitent les chefs de chantier à outiller davantage les ouvriers. Les chefs de chantier doivent mettre à leur disposition des outils de sécurité plus adéquats. C'est mieux de les exposer. Il est temps d'arrêter de sacrifier les ouvriers. On doit les outiller en casque, gants et des bottes de sécurité. Mieux vaut prévenir que guérir. Un réveil douloureux. Ici, à l'unité 3 des Parcelles Assainies, le corps sans vie est récupéré par les sapeurs-pompiers. Ces derniers l'ont acheminé à l'hôpital pour les besoins d'autopsie. Merci Habib. Parlons éducation avec l'anticipé de philosophie qui débute demain mercredi. Plus de 9000 candidats attendus au lycée Lamine Gueye à Dakar. La direction de l'établissement assure que l'examen se déroulera dans les meilleures conditions malgré l'évolution du coronavirus dans la capitale. Le port du masque sera exigé avant de pénétrer l'établissement. Mohamed Somb, Diafaraba. En faisant le tour des salles d'examen, le proviseur du lycée évalue le dispositif mis en place pour l'effectivité de l'anticipé de philosophie. Des numéros mentionnés sur des tables-bancs dans des salles de classe nettoyées puis désinfectées. Dans cet établissement, tout est fin prêt pour passer l'examen de philosophie. Le dispositif fait que le président du jury, ses correcteurs, son staff soient tous dans le même bâtiment afin d'éviter quand même qu'il y ait trop de va-et-vient. Également par rapport au protocole sanitaire, déjà nous avons une infirmerie avec une infirmière qui est mise à contribution dans l'organisation des examens. Le matériel de lavoir des mains, nous en avons quand même suffisamment. Le produit également. Maintenant, on attend de nos candidats. Pour nos élèves, nous les dotons en masque, mais pour les candidats qui nous viennent tous des établissements de Dakar, du privé comme du public, quand même, nous osons espérer qu'ils viendront avec leur masque. À défaut également, tout dysfonctionnement constaté, nous serons là pour pallier. Une année scolaire fortement perturbée par la Covid-19,
Au lycée Lamine Gueye, le personnel enseignant avait déjà anticipé la reprise des cours pour boucler le programme à temps. Nous étions déjà dans les cours en ligne avec nos élèves et l'équipe pédagogique, les professeurs de l'établissement, depuis le moment où nous devions reprendre clairement les enseignements. En ça, les cours étaient faits par les profs ensemble et l'accompagnement également était continué. De la détresse, il y en a certes du côté des candidats, mais il ne faut surtout pas céder à la peur pour éviter de passer à côté de son sujet. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'accompagnement psychologique des candidats s'impose. Il y a une peur qui est là, effectivement, parce que l'année a été perturbée, la situation elle est nouvelle et à notre niveau, ils vont vers une discipline qui met surtout l'accent sur la réflexion et il fallait les amener à y aller avec beaucoup de sérénité. L'examen de philosophie de cette année aura sûrement un cachet particulier vu l'évolution de la pandémie au Sénégal. Merci Mohamed. De la philo à la radio à Sédhiou, après l'interdiction des rassemblements par le ministre de l'Intérieur, la plateforme Sédhiou Aide Sédhiou, qui est composée de professeurs et d'étudiants, a organisé une journée de réflexion, de synthèse philosophique via la radio Pakao FM. Une préparation bien originale pour les 5000 candidats que compte la région. Voyons tout cela avec Bakary Diamé et Faligaï. Après la sortie du ministre de l'Intérieur, toutes les activités de rassemblement ont été annulées par le préfet de Sédhiou, dont la synthèse de philosophie prévue au fort Penelope de Sédhiou. La plateforme Sédhiou Aide Sédhiou, en collaboration avec la radio Pakao FM, offre un plateau spécial de synthèse de philosophie aux élèves de la région de Sédhiou pendant 6 heures. L'activité a été relayée en direct à la radio, mais aussi à travers beaucoup de supports sur Facebook. Nous avons pu relayer ça en live et les questions ont été posées soit à travers la radio par l'alchimie du téléphone ou directement au niveau du live, et il y avait une équipe de coordination qui se chargeait de filtrer les questions et de proposer ça aux conférenciers. Pour cette année 2020, l'Académie de Sédhiou compte 17 centres, 18 jurys, 4924 candidats, dont 3059 garçons et 1865 filles. Kolli Diouf, le conférencier, professeur de philosophie au lycée de Bounkiling, salue l'initiative de cette synthèse de philosophie. Lorsqu'on m'appelle, et surtout en ce qui concerne les apprenants, je dis même, je dois même courir, parce que c'est important. Et là, véritablement, on doit vous féliciter. Les médias ont tendance toujours à accompagner les apprenants dans cette lourde tâche d'apprentissage. Ils étaient nombreux scotchés sur le Pakao FM, plus de 30 pages sur Facebook et sur Instagram. Vous savez, l'année a été tellement longue que nous avons eu à oublier certaines notions, mais aujourd'hui, à travers cette journée de réflexion sur la philosophie, nous sommes aperçus que voilà, nous avons encore appris des notions nouvelles qui ont renforcé davantage ce qu'on a eu à faire en classe avec le professeur. À Sédhiou, l'inspection d'académie a mis en place toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de l'examen de philosophie. Merci Bakary Konté. Et concernant les corrections des épreuves cette année, dans le contexte que nous connaissons, l'Office du bac maintient le format traditionnel. Les enseignants vont se déplacer comme d'habitude. En revanche, le secrétaire général du SAMES invite les autorités à prendre toutes les dispositions idoines. Ce bac-là est un peu différent des autres baccalauréats au regard du contexte de la pandémie Covid-19. Il va sans dire qu'en ce qui concerne les corrections, il va falloir éviter que les gens se retrouvent dans un endroit pour corriger. Non, il faudra qu'on permette à chacun de récupérer ses copies et d'aller corriger tranquillement. Je crois que cela, on ne pourra pas l'éviter. Même en ce qui concerne les concertations, parce qu'avant d'engager le processus de correction, il y a des concertations qui se font entre les correcteurs. Je crois que cela aussi, il va falloir le réinventer. En tout cas, tout doit être fait pour éviter à ce qu'il y ait un rassemblement quelque part ou des contacts quelque part. Et en ce qui concerne même les élèves, il va falloir avoir une surveillance très stricte pour ce qui concerne les entrées des élèves, les sorties, encore que vraiment les masques, entre autres éléments du protocole sanitaire, doivent davantage être mis en place et de rigueur.
Venons-en à la situation épidémiologique. 68 Covid+, et 2 décès sont rapportés aujourd'hui. La tension devient palpable avec cette hausse des cas de contamination issus de la transmission communautaire. Les régions Dakar, Thiès, Diourbel et Ziguinchor restent toujours les zones les plus touchées. Ibou Diouf. C'est toujours le temps des incertitudes face à un mal dont on n'a pas encore trouvé l'antidote. Le coronavirus continue de tenir tête aux chercheurs qui n'ont pas de médicaments ni de vaccins pour le combattre. Pendant ce temps, au Sénégal, les clignotants sont au rouge. Les cas communautaires qui dépassent de loin les cas contacts. En 48 heures, on a enregistré 111 cas communautaires contre 93 cas contacts. Une situation qui met certaines autorités dans le doute, car elles redoutent un mois très chaud avec le retour de la Tabaski et une hausse des cas issus de la transmission communautaire. La tutelle rassure et demande de patienter une quinzaine de jours avant de noter une incubation de la COVID-19. Les régions de Dakar, Thiès, Diourbel et Ziguinchor sont les plus frappées par la pandémie. La capitale du Sud, en 48 heures, se retrouve avec 19 contaminations communautaires. Le bilan de la pandémie au Sénégal a dépassé les 230 décès. L'heure est grave et comme solution, on propose le respect des mesures barrières et surtout le port de masques. Voilà un problème dans l'équation, car il y a ceux qui ignorent l'importance du masque et ceux-là qui le portent mal. L'urgence est alors dans la sensibilisation. Ibou, à Thiès-Ville, la pandémie monte en flèche. À ce jour, 486 cas sont testés positifs. Rien que dans le district sanitaire de Thiès, 96 patients sont pris en charge actuellement à domicile. 26 personnes sont décédées du coronavirus selon le médecin-chef du district sanitaire. Les autorités sont d'ailleurs très inquiètes parce que tous les quartiers de la cité du Rail sont désormais touchés. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop, c'est la tire. C'est comme si le coronavirus appuyait sur l'accélérateur à Thiès. Les cas communautaires ne cessent de progresser. Ils montent en flèche. Le médecin-chef du district sanitaire de Thiès se dit inquiet. Tout à fait. Depuis le début de la pandémie, nous avons enregistré 486 cas qui ont été testés positifs. Parmi ces cas, il y a 299 guéris, 26 décès. Les décès comptabilisés dans le district. Actuellement, 98 patients sont suivis à domicile. 17 actuellement sont sous traitement au niveau des centres de traitement des épidémies. La transmission communautaire est très présente. Tous les jours, nous recevons beaucoup de cas suspects. Presque tous les quartiers de Thiès-Ville sont touchés, renseigne le docteur Moustapha Faye, médecin-chef du district sanitaire de Thiès. Nous avons constaté que les communes de Thiès-Est et de Thiès-Ouest enregistrent plus de cas en termes de proportion. Mais néanmoins, il y a quand même des cas aussi dans la commune de Thiès-Nord. À ses yeux, si l'on y prend garde, la situation risque de devenir incontrôlable. Nous devons redoubler encore de vigilance avant que l'irréparable ne se produise. Parce que quand les cas vont augmenter, nous serons dépassés nos capacités de prise en charge des cas graves et nous allons encore enregistrer plus de morts. À Thiès, le constat est que 90% des décès concernent les personnes âgées de plus de 60 ans, d'où la nécessité pour les jeunes de protéger leurs parents en respectant les mesures barrières, surtout le port du masque. Ouais, toutes ces questions, Cheikh Anta, ont été abordées avec le professeur Seydi dans un entretien accordé à la TFM. Il a évoqué l'explosion des cas communautaires. Les déplacements lors de la Tabaski ont-ils réellement une conséquence sur les contaminations annoncées? Pourquoi les chiffres du ministère de la Santé sont contestés par les acteurs de la santé eux-mêmes? Synthèse, Chérif Dia. On a redouté le déplacement des populations pendant la fête de la Tabaski dans ce contexte de Covid-19 et la transmission du virus a connu un rebond. Surtout, un nombre record de cas communautaires enregistrés quelques jours seulement après la fête. La corollaire est vite trouvée entre les deux facteurs, même si cela reste à prouver scientifiquement. Le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann n'exclut pas le lien de cause de Tabaski à l'effet de rebond de la transmission communautaire. C'est assez tôt pour faire la corrélation, mais c'est possible. L'incubation va de 2 à 4 jours avec moins de 6 jours. Donc on peut bel et bien faire une corrélation entre le nombre de cas et l'événement qui
vient de se passer. La Tabaski était une préoccupation des médecins du Comité national de gestion des épidémies qui avaient alerté sur les risques de propagation du virus, tout en laissant la décision aux autorités étatiques pour restreindre ou pas les déplacements. Des événements rassemblant du monde se profilent à l'horizon. Qu'ils soient des événements religieux ou pas, les médecins recommandent les mêmes principes, interdire les rassemblements ou prendre les mesures appropriées pour les encadrer. Tout rassemblement est un événement à risque de propagation du virus, donc de l'augmentation du nombre de cas. Ça, c'est un principe qui est valable pour tous les rassemblements. L'idéal, c'est d'éviter les rassemblements, mais si on n'a pas le choix, si on est obligé d'assister à un rassemblement pour une raison ou pour une autre, il faut que des mesures draconiennes soient prises. Quelle est la capacité des gens à respecter la distanciation? Quel est l'accord des gens à porter le masque? Quelles sont les attitudes des gens en fonction par rapport à l'hygiène des mains? Ce sera un véritable gageur pour le gouvernement de gérer sans encombre le difficile passage de certains grands événements, notamment religieux. D'autant que pour beaucoup de scientifiques, il est illusoire de penser à pouvoir faire respecter scrupuleusement les mesures barrières dans certains événements au Sénégal. Merci Chérif. Et justement, autre point évoqué dans cet entretien, la polémique sur les chiffres donnés quotidiennement par les ministères de la Santé et de l'Action sociale. Eh bien, aucune contestation n'est possible selon le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. La compilation des chiffres traduit exactement, selon lui, la réalité aussi bien sur les contaminations que sur les cas de décès. Voici le professeur Moussa Seydi. Si par fiabilité, on veut dire que le nombre de cas déclarés correspond au nombre de cas réels, aucun chiffre dans le monde entier n'est fiable. Aucun chiffre. Pour que ce soit fiable par rapport à cette considération, il faut faire un test de toute la population tous les jours. Parce que même quelqu'un qui est négatif aujourd'hui peut redevenir positif le lendemain. Et cela ne se fait nulle part. Le deuxième contexte qu'on peut prendre en considération, c'est les études de prévalence. Et le troisième cas de figure, c'est de dire est-ce que le nombre de cas déclarés correspond en réalité au nombre de cas diagnostiqués? Est-ce que le nombre de décès déclarés correspond en réalité au vrai nombre de décès? Oui. Les chiffres communiqués par le ministère de la Santé et de l'Action sociale sont fiables. Tous les cas diagnostiqués sont déclarés et tous les cas de décès également sont déclarés. Vous pourrez suivre l'entretien avec le professeur Seydi accordé à Abdoulaye Cissé et Yaya Diallo prochainement. Restons toujours avec cette catastrophe sanitaire mondiale. La lueur d'espoir viendrait de Moscou. La Russie a développé le premier vaccin contre le coronavirus, a affirmé ce mardi Vladimir Poutine lors d'une vidéoconférence avec des membres du gouvernement retransmise à la télévision. 20 pays auraient déjà effectué une précommande de ce vaccin que le président russe affirme avoir inoculé à sa propre fille. Ce vaccin baptisé Sputnik en hommage au satellite soviétique sera mis en circulation le 1er janvier 2021. Les détails avec Salif Sow. Ce vaccin baptisé Sputnik sera mis en circulation le 1er janvier 2021. 1 milliard de doses ont été déjà précommandées par 20 pays. La Russie vient ainsi de développer le premier vaccin contre le coronavirus, a annoncé ce mardi Vladimir Poutine. Le président russe a affirmé avoir même fait inoculer le vaccin à sa propre fille. C'était au cours d'une vidéoconférence avec les membres de son gouvernement retransmise à la télévision. C'est un vaccin assez efficace qui donne une immunité durable, rassure les Russes. Pendant ce temps, le Covid-19 continue d'imposer son rythme au monde. La barre des 20 millions de cas confirmés sera dépassée avant samedi prochain, a annoncé l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Une sombre prévision, mais des signes d'espoir sont quand même signalés dans certains pays où les dirigeants ont pris des mesures efficaces, mesures respectées par leurs citoyens. C'est le cas au Rwanda et à la Nouvelle-Zélande. Ces deux pays ont été capables de supprimer le virus par la ruse, la discipline et la rigueur. Et à propos de ce vaccin, toujours Salif, l'OMS dit être en contact avec Moscou pour évaluer son efficacité.
Des discussions sont en cours concernant une éventuelle requalification du vaccin par l'OMS, selon un des porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé. Et malgré l'interdiction de fréquenter les plages au Sénégal, au fin de briser cette chaîne de contamination, un jeune de 19 ans est mort noyé à la plage de Pikine, Thiaroye hier. Selon les témoignages, le garçon voulait sauver un de ses camarades en danger. Reportage Habib Faye Modou Diop. Que des forces de l'ordre au bord de la plage. Ici, difficile de voir des jeunes y fréquenter. La plage est bien surveillée. N'empêche, les gendarmes avouent qu'ils n'ont pas encore réprimandé aucun jeune. Leur mission, c'est de sensibiliser les jeunes à éviter les rassemblements depuis l'interdiction de rassemblement par le ministre de l'Intérieur. N'empêche, il y a quelques de ces jeunes qui bravent les interdits, raison pour laquelle on note un cas de noyade. Chez lui, ses parents ont affirmé. Avant d'entrer dans la mer, il a loué un gilet de sauvetage. Mais après, il s'est trouvé qu'il y a un autre copain qui était en difficulté. Le gosse là, il a enlevé son gilet pour sauver son ami. Son ami là, il est sauvé, mais lui aussi, il est décédé. Première victime de noyade, son père s'en désole. On s'en remet à Dieu. On s'en remet à Dieu. Parce que les gosses là, on ne peut pas les canaliser. On s'en remet à Dieu. Moi, je n'accepte jamais ça. Non. En cette période d'hivernage où il y a beaucoup d'eau. Non. Je l'ai vu sortir, mais je ne savais pas qu'il se rendait à la mer. Il lance un appel aux jeunes de respecter les mesures barrières. Surtout les plages interdites. De respecter les mesures barrières. En sortant à la maison, de demander une autorisation aux parents. Âgé de 19 ans, Mohamed Bach perd sa vie par noyade 1 an après sa défunte mère. Première victime après les mesures de restriction établies par le ministre Aly Ngouille Ndiaye sur les littoraux de la banlieue. Les forces de l'ordre y veillent avec ardeur. Merci Habib. Autre conséquence du coronavirus, la lutte contre le paludisme a connu une régression depuis l'apparition de la Covid-19 dans le pays. Selon le coordinateur du PNLP, les populations rechignent à se rendre dans les structures sanitaires. En ce moment, les régions de Kolda, Kédougou et Tambacounda concentrent 81% des cas de décès liés au paludisme. La maladie est également en progression dans la capitale. Fat Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. La lutte contre la pandémie de la Covid-19 risque d'avoir des répercussions sur celle du paludisme. Selon le coordonnateur du PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme, une régression des acquis a été constatée depuis l'apparition du coronavirus au Sénégal. Depuis l'apparition quand même de la Covid-19, il y a beaucoup de risques d'avoir quand même une régression des acquis que nous avons pu avoir ces 10 dernières années. En effet, depuis le mois de mars à nos jours, nous avons constaté quand même que la fréquentation des structures a beaucoup diminué et ce qui s'est reflété sur le nombre de cas de paludisme que nous avons pu détecter durant ce premier semestre. Cette maladie chronique sévit cependant le plus au sud-est du pays où 81% des cas sont partagés entre les régions de Kolda, Kédougou et Tambacounda. 20% des cas qui ont été recensés en 2019 l'ont été dans la zone dont j'ai cité. 81% des cas sont concentrés dans les régions de Kolda, de Kédougou et de Tambacounda. Et même pour les décès, sur les 260 décès qu'on a recensés l'année dernière, plus de 80% l'ont été dans cette zone également. Et la région de Dakar, qui avait fini par vaincre la maladie, revient sur la liste avec une augmentation des cas. Dakar, nous avons constaté quand même une augmentation des cas, bien qu'encore très faible, ici au niveau de Dakar. Parce qu'il a été remarqué que les populations à Dakar utilisent rarement les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et le risque majeur ici, dans le contexte actuel de la Covid, en cas de fièvre, si vous ne prenez pas les dispositions nécessaires, le palud peut basculer vers un paludisme grave, qui est souvent mortel. Pour faire face à cette maladie qui est le paludisme, au Sénégal, plus d'1 million de moustiquaires imprégnés ont été distribués. Merci Fat Bintou. Parlons de toute autre chose avec le partenariat qui devient électrique
entre la Sénélec et la compagnie d'électricité du Sénégal, CES, promoteur, vous le savez, de la centrale électrique de Bargny. Une facture de 47 milliards de francs CFA divise les deux parties. Selon les responsables de la CES, la Société nationale refuse de payer une ardoise de 47 milliards de francs CFA. Voyons tout cela avec Ousseynou Cham et Ahmadou Bamba-Samb. Après une visite guidée sur les différentes installations de la centrale électrique de Bargny, les responsables de la compagnie d'électricité du Sénégal se disent peinés de courir derrière une facture de 47 milliards de francs CFA que leur doit la Sénélec. Et d'octobre 2018 à juillet 2019, la centrale a fourni à la Sénélec 400 000 MW, donc valorisé à 40 milliards, que la Sénélec a distribué aux consommateurs, mais n'a pas encore payé à la centrale. Une ardoise qui a un impact réel sur le fonctionnement de la centrale, selon les responsables. Par rapport au fonctionnement et par rapport aussi à tous les contrats qui existent dans le monde, donc il existe des forces majeures. Quand une centrale fonctionne, la centrale est confrontée à des problèmes, des fois dus par la Sénélec, des fois dus à des forces majeures, donc le contrat prévoit des forces majeures. Députés par ces différents financiers, ces responsables de la centrale de Bargny comptent sur la garantie de l'État conformément aux termes de l'investissement pour dépasser cette situation. Pour pouvoir lever un financement international, typiquement, les bailleurs de fonds internationaux demandent l'appui de gouvernement du pays pour garantir que le projet puisse faire face à ses obligations. Donc, comme dans tous les autres projets très similaires, l'État du Sénégal a émis une garantie au profit de la CES qui permet d'assumer les responsabilités de Sénélec suivant le contrat. Rappelons que ce projet de cette centrale de 125 MW d'un coût global de 166 milliards, dont 66 sur fonds propres, a été conçu pour combler en partie le gap énergétique dont souffre le Sénégal. Réaction de la Sénélec sur les 47 milliards que réclame la compagnie d'électricité du Sénégal. Selon le directeur de l'équipement, Pape Tobindao, joint par notre équipe, Pape Toby Gay, joint par notre équipe, la Sénélec a demandé à la CES des rapports d'intervention suite au long arrêt qu'a connu cette centrale et conformément à l'interprétation du contrat qui les lie. C'est plutôt la CES qui devrait 68,8 milliards à la Société nationale. Intéressons-nous maintenant à ce chiffre. 54% des Dakarois vivent en location. C'est l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui révèle ce chiffre dans une enquête. Un pourcentage, vous allez le voir, élevé, qui n'est pas sans conséquence dans le contexte actuel. Explication, Aminata Marisso. C'est une étude de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie publiée récemment. Le document montre que Dakar, la capitale sénégalaise, demeure également la capitale des locataires. À Dakar, l'ANSD indique que 54,4% des ménages vivent en location, un pourcentage beaucoup plus important comparé aux autres villes et en milieu rural. Dans le monde rural, la propriété est beaucoup plus répandue. Dans cette zone, par exemple, 94,7% sont propriétaires. Dans les autres villes, 71,1% sont propriétaires de leurs habitations. Avec l'épidémie Covid-19 qui n'épargne pas Dakar, certains ménages de la capitale sénégalaise peinent aujourd'hui à s'acquitter du paiement de leur location. La principale cause, certains ménages en location évoluent dans le secteur informel ou secteur privé, contraints à un semi-confinement, par conséquent à un arrêt des activités économiques. Selon toujours le document de la ANSD, l'étude révèle également qu'un quart des ménages sénégalais n'est pas propriété du logement occupé. Juste 7 ménages sur 10 sont propriétaires, les 23% sont locataires, les 3,4% logés gratuitement. Merci Aminata. Et puis en sport, signature du combat Guigui Reuk, les organisateurs promettent un grand spectacle le jour J. Du côté des lutteurs, les deux camps commencent déjà la bataille psychologique. Cher Sadi Boudjara. Guigui Reuk, le tout premier combat de lutte ficelé par Sénégal Entertainment Group, filiale du groupe Futur Média. Les managers des protagonistes ont paraphé les contrats, une affiche inédite, un derby de la banlieue. Que nous avons affiché
En cherchant de belles affiches à monter pour la saison prochaine, nous avons trouvé que Reug Reug est un lutteur international en ascension. Il était difficile de lui trouver un adversaire, mais nous en sommes arrivés à décrocher Gouye Gui. Gouye Gui Reug Reug a tardé à être officiel. L'issue du combat est importante pour la suite de leur carrière. Les négociations ont duré, elles se sont bien terminées. Nous n'avons pas subi de pression car nous sommes habitués à ce genre de combat de lutteurs de niveaux différents. Les partisans du 100% Guédiawaye doivent s'approprier le combat de leur fils en espérant une issue heureuse. Gouye Gui a freiné l'élan de beaucoup de jeunes espoirs. S'il accepte de donner une chance à Reug Reug, c'est une aubaine pour démontrer sa valeur. Il y a de nombreux combats ficelés, mais Gouye Gui Reug Reug occupe toutes les discussions des amateurs. Novice dans l'organisation de combats de lutte, Sénégal Entertainment Group ne compte pas s'arrêter sur cette affiche. Nous sommes déterminés à monter d'autres affiches. Nous en parlerons le moment venu. Espérez en début de saison prochaine, l'opposition Gouye Gui, un lutteur dans l'antichambre des ténors, et Reug Reug, un espoir en pleine ascension, est très attendu par les amateurs. Un combat qui promet. Hatay Sport, le premier en Super League turque, probable point de chute pour l'international sénégalais Mame Biram Diouf, l'ex-portier togolais Obil Allé qui reçoit un chèque de la CAF pour sa reconversion. Les demi-finalistes des compétitions interclubs de l'Europe connus cette semaine pour ceux de l'Europa League. Dès ce soir, le round-up de l'Actu Sport avec Ibrahima Kane. Destination en vogue pour les footballeurs sénégalais, la Turquie pourrait accueillir prochainement un autre lion. Mame Biram Diouf est convoité par Hatay Sport, promu cette saison en Super League turque. L'attaquant de 32 ans, libre de tout contrat depuis son départ de Stoke City, est en pourparlers avancés avec les Turcs. À Hatay Sport, Mame Biram Diouf pourrait retrouver son compatriote, l'attaquant Dame Diop. Papis Demba Cissé, également libre de tout engagement, fait réagir le club turc Beşiktaş d'Istanbul. L'équipe stambouliote qui courtise l'attaquant sénégalais de 35 ans depuis la fin du championnat est même arrivée à fixer un ultimatum aux joueurs. Cissé doit prendre sa décision au plus tard, le 25 août prochain. La Confédération africaine de football, quant à elle, tient sa promesse envers Kodjovi Obilale, l'ex-gardien de but togolais blessé grièvement dans l'attaque de Cabinda en Angola à la CAN 2010. Il a reçu l'aide promise, un chèque de $10 000 qui va permettre à Obilale de lancer sa reconversion. Le projet AgroFoot, l'agriculture durable. Le dernier carré de l'Europa League connu ce mardi, les vainqueurs des affiches Shakhtar Donetsk FC Bâle et Wolverhampton FC Séville en cours vont rejoindre Manchester United et Inter de Milan qui se sont qualifiés en demi-finale lundi. De mercredi à samedi, place au quart de finale de la Ligue des Champions à Lisbonne au Portugal. Paris Saint-Germain, Atalanta, Bergame, première opposition entre un prétendant et un novice à ce stade de la compétition. Idrissa Gana Gueye et ses coéquipiers parisiens partent favoris, malgré les doutes sur la présence de Kylian Mbappé et Verratti sur la pelouse. Toutefois, il faudra se méfier des surprenants Italiens qui vont jouer sans pression. Merci Ibrahima, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retenez en deuxième partie de soirée, votre émission Déclic reçoit Néné Fatoumata Tall, la ministre de la Jeunesse. Mais tout de suite, l'info continue. Dans Soir d'info, c'est à vous Aram. Vous recevez